Oui, il y a tout ce qu'il faut. Donne-moi des doses de 5 mg, toute une boîte. La plupart des cobayes sont sélectionnés parce qu'ils suivent un traitement médical. Mais les recruteurs sollicitent aussi avec insistance leur entourage. La plupart des gens ne se portent pas volontaires, mais des émissaires viennent les voir, souvent la nuit. Ils font différentes propositions à différentes personnes en fonction de leur état de santé. Ils disent « Apportez votre carte de rationnement, vous allez gagner beaucoup d'argent et c'est sans risque ». Certains parlent même d'une prime d'assurance de 12 000 €. Ceux à qui ils racontent ça ont besoin d'argent et sont en grande difficulté. Les gens tombent automatiquement dans le piège. Beaucoup sont conduits à Baroda en pleine nuit, d'autres chez Limba à Ahmedabad. Quand un voisin est absent, personne ne sait s'il est parti faire une étude ou pas. Tout se fait dans le plus grand secret. C'est un moyen rapide de gagner de l'argent. En Inde, on n'a pas besoin de recruteurs pour faire venir des volontaires. Ils se bousculent à la porte. De plus, on sait exactement où les trouver. Nous avons leur numéro de téléphone. De nos jours, tout le monde a un portable ici. On peut les joindre très facilement, sans faire appel à des intermédiaires. Nous avons trouvé la preuve de l'existence d'un réseau de recrutement qui travaille dans les bidonvilles. Nous avons eu du mal à convaincre les recruteurs de témoigner. L'un d'eux a accepté de nous parler à condition de masquer son visage. Ils me contactent par téléphone. Ils me disent par exemple que dans 2 ou 3 jours, ils auront besoin de 5 ou 10 personnes. Et ils me précisent l'âge et la corpulence recherchée. Je gagne 7 € par sujet recruté. À vrai dire, c'est nous qui fixons le tarif. Leur seule exigence est que tout cela reste secret. Pour être tout à fait honnête, le travail que je fais est complètement illégal. Et c'est très risqué. Si plus tard des effets secondaires viennent à se déclarer et que la police et le gouvernement ouvrent une enquête, eh bien les recruteurs comme moi se feront arrêter. En fait, il n'est pas rare que les personnes participant à des essais cliniques souffrent d'effets secondaires. Avec l'aide de notre guide dans les bidonvilles, nous en avons rencontré certaines. C'est là, je crois. Nous nous rendons chez une personne qui a pris part à des essais cliniques. C'est ça? On peut la rencontrer? કેમ છો? Bonjour madame.
Vous avez participé à une étude? Oui, ça m'a rapporté 95 €. C'était la première fois? Oui, la première fois. Et je n'y suis pas retournée. On vous a rappelé? Non. Et de toute façon, mon mari m'a dit de ne pas recommencer. Pourquoi? J'ai des problèmes de santé. J'ai des douleurs aux mains et aux pieds, j'ai du mal à marcher et je ne peux rien porter. Vous êtes diminué alors? Oui, complètement. Voici mon mari. C'est un homme très bien. Je les considère comme ma belle-sœur et mon beau-frère. C'est comme ça par ici. Vous avez déjà participé à une étude? Non, jamais. Ces choses-là sont très mauvaises pour la santé. Les prises de sang, les essais de médicaments, ça porte atteinte à notre corps. Moi, je suis contre. Pourtant, votre femme y est allée. Elle ne savait pas. Elle avait des douleurs et elle est partie faire un bilan pour voir ce qui n'allait pas. Une fois sur place, on l'a inscrite pour une étude et gardée 4 jours. Voilà comment ils ont procédé. Le cabinet du médecin de Lila est situé juste en face du bidonville. On ne sait rien des médicaments administrés au cours de ces études. Difficile de proposer des traitements ensuite. Cette patiente avait des œdèmes sur tout le corps et elle souffrait d'anémie. Je n'ai pu lui prescrire qu'un cocktail de vitamines. Rien d'autre. Elle était si mal en point qu'elle pouvait à peine respirer. Je parle de cette dame, c'est ma patiente. Je ne peux pas traiter quelqu'un si j'ignore ce qu'il a et les substances qu'on lui a données. Les patients et leurs médecins ignorent tout des essais auxquels ils participent. Ils ne peuvent donc pas savoir quels médicaments ni quelles molécules coulent dans leurs veines. Dans certains cas, ils ne se limitent pas à un seul médicament. Certains, qui sont dans une situation financière désespérée, participent à autant d'essais que possible. Ceux qui ont perdu leur travail et ont une famille à nourrir sont les plus vulnérables. Ces personnes n'ont pas voulu qu'on cite leur nom. Un ami qui m'était cher s'est suicidé. Il était tailleur de diamants et il n'arrivait plus à gagner sa vie. Moi, j'ai eu la chance de participer à une étude. C'est ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. Le fait de participer à plus d'un essai clinique sur une période de 3 mois présente des risques. Cela peut également invalider les données scientifiques obtenues. Il y a 4 ans, on s'est rendu compte chez Synchron que 5% des sujets participaient à plusieurs essais cliniques à la fois, ce qui est très dangereux. Nous avons donc mis en place un système permettant de répertorier tous les patients des CRO. Nous avons créé une base de données et confié à une tierce entreprise la gestion et la mise à jour de ce document. Si un nom revient dans 2 études différentes, il est tout de suite repéré. C'est un système absolument infaillible. On peut suivre à la trace toutes les personnes participant à une étude pour le compte d'un CRO à Ahmedabad. J'ai pris part à 6 études différentes, avec des pauses entre chaque. Le mois dernier, je n'en ai fait aucune. Au total, j'en ai donc fait 6 en l'espace de 8 mois. Entre 2 études, il s'écoule en moyenne entre 2 et 4 semaines. Quelles sociétés ont mené ces études? Cadila, puis il y a eu Synchron, Lambda, BA et Acutest.
On ne connaît le nom d'aucun médicament qu'ils nous ont donné. En termes de santé, il n'y a rien de grave à signaler pour le moment. Mais avec le temps, ça viendra. Avec 4 études à mon actif, je ressens déjà certains effets. J'ai des douleurs dans les jambes, aux genoux, et je me sens affaibli. Ils n'ont pas conscience des risques. Les implications sont pourtant très sérieuses. Tout d'abord, les sujets ne sont pas vierges de tout traitement. L'étude est forcément faussée par toutes les molécules qui ont pu leur être administrées. Premier problème. Ensuite, ces personnes accumulent dans leur corps tout un tas de substances qui mettent leur organisme à rude épreuve. J'ai participé à 2 essais en un mois, ce qui est interdit. Alors que l'étude chez Lambda était en cours, BA m'a admise pour une autre. Du coup, entre les 2 étapes de l'étude chez Lambda, j'en ai fait une autre chez BA. Et j'y suis encore retournée après. Tout ça en l'espace d'1 mois. On est censé attendre 3 mois avant de se présenter chez un autre laboratoire. Mais on a appris à se débrouiller pour ne pas se faire repérer. Par exemple, chez l'un, je signe, alors que chez l'autre, je laisse mon empreinte. Je peux aussi ne pas signer le même nom à chaque fois. Je vois, il faut ruser. Oui, sinon on peut se retrouver 3 à 6 mois sans rien faire. Oui, je vois. On nous paye en liquide le dernier jour. On nous remet un sachet numéroté. Le montant réglé est inscrit dessus et le sachet est scellé. On peut avoir toutes sortes de réactions quand on multiplie les tests. Diarrhée, vomissements, démangeaisons, chute de cheveux, irritation des yeux, maux de tête. C'est ce qui arrive quand on sollicite trop son organisme. Je ne me permets pas de demander s'ils ont déjà été volontaires dans d'autres études. Ce ne serait pas juste, je trouve. Pensez-vous que vos collègues agissent de la même manière? Oui, la plupart d'entre nous préfèrent ne pas se lancer dans ce genre d'interrogatoire. Tous les médecins ne sont pas satisfaits de la manière dont les essais sont menés. Mais en Inde, les médecins ne s'élèvent presque jamais contre l'un de leurs confrères. Nous avons trouvé une exception. Ruparel Paresh est chirurgien orthopédiste dans plusieurs hôpitaux, dont celui d'Ahmedabad. De nombreuses sociétés m'ont approché pour diriger des tests. On m'a offert de très grosses sommes d'argent. Mais ces études absurdes ne m'intéressent pas. Elles ne sont d'aucune utilité pour les patients. Une fois, on m'a proposé des centaines de milliers de roupies pour expérimenter un produit sur 1 millier de sujets. Mais on m'a dit, il faut que les résultats soient bons. J'ai répondu que je n'étais pas prêt à mentir. J'inclurai les résultats dans mon rapport, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'entreprise n'a pas aimé ma vision des choses, donc j'ai décliné leur proposition. Ils devraient faire leurs essais dans les pays développés. Ils se servent des gens d'ici comme de cobayes. Poussez-vous. Poussez-vous. Qui est dans la maison? Nous ne sommes pas venus seuls. Laisse-moi passer.
Il travaillait dans une usine et il a fait la connaissance d'une personne louche. Il avait des dettes à rembourser. C'était un bon garçon? Oui. Il était très jeune. Quel âge avait-il? 28 ans. Parlez-nous de votre fils. Il était sans travail depuis 6 ou 7 mois. Ce type lui a dit « Je vais te faire gagner de l'argent. On va te donner des pilules à avaler et te faire une prise de sang. » On l'a trompé. S'il m'en avait parlé, je lui aurais interdit d'y aller. J'aurais travaillé encore plus dur pour le nourrir. On ne veut pas avoir affaire à ces gens-là. Combien d'études a-t-il fait? Je ne sais pas. Vous l'avez appris par ses amis? Oui. Quel genre de test c'était? Je ne sais pas. On m'a juste dit « Votre fils a fait une étude ». Une fois les essais terminés, il a fait un pèlerinage dans un temple. Il voulait prier. Mais au lieu de ça, il a fait un malaise et une ambulance est venue le chercher. Il m'a raconté l'incident. Comme il lui arrivait de boire beaucoup, j'ai pensé que ça pouvait venir de l'alcool. Il m'a dit « Papa, je n'étais pas saoul ». Mais il ne m'a pas avoué qu'il avait fait une étude. Un mois plus tard, il est mort. Il est revenu la veille d'Uttarayan, le festival des cerfs-volants. Il est resté à la maison pour dormir. Cette nuit-là, il a beaucoup toussé et vomi. Le matin suivant, il n'avait plus rien à rendre. Le soir, il n'arrivait plus à parler. J'ai décidé d'appeler un rickshaw et je l'ai emmené. Le médecin a dit que tout était normal. Ils lui ont fait passer des radios et une échographie, mais ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont mis sous perfusion et à 2 heures du matin, il est devenu tout raide. Et ses yeux se sont révulsés. Il avait des difficultés à respirer et son corps se refroidissait. Alors j'ai appelé le docteur. Après ça, je l'ai secoué. Il n'arrêtait pas de cligner des yeux. Le médecin a demandé depuis quand ça durait et j'ai répondu 10 minutes. Ensuite, ils l'ont placé sous oxygène. Mais il est devenu tout froid. Eux aussi étaient là. Le médecin a-t-il établi la cause de la mort? Non, il a juste dit qu'il avait de l'eau dans le foie à cause de la perfusion. Son foie était gonflé? Oui. Le matin, nous avons prévenu la famille et nous l'avons enterré. Des amis m'ont demandé de quoi il était mort. J'ai répondu, il a fait une étude. Ils m'ont conseillé d'attaquer les responsables en justice. Mais je n'ai trouvé aucun document. Quelques jours plus tard, des proches plus instruits sont venus. Dans une bouilloire où ils cachaient des choses, on a trouvé un papier concernant l'étude et 2 photos, mais aucune autre preuve. C'était un laissez-passer à son nom pour entrer dans le laboratoire. Les essais se sont déroulés dans le centre d'analyse de Lambda. Pourquoi ne pas avoir déposé plainte? Contre qui? Il faut des preuves. En plus, les gens allaient dire « Leur fils vient de mourir, mais ils ne pensent qu'à l'argent ». Je veux qu'on lui rende justice. Ceux qui ont dirigé cette étude doivent la vérité à la famille. Toute la vérité. Les chercheurs sont-ils au courant que votre fils est mort? Non, ils ne le savent pas. Ils continuent de l'appeler. Ils laissent des messages pour qu'il vienne faire des examens. Les volontaires ont tous le même problème. Ceux qui ont pris part aux essais ont tous du mucus qui leur coule des yeux. Et ils tremblent. Oui, ils tremblent.
Les accords d'Helsinki sur les droits de l'homme stipulent que les sujets d'essais cliniques ont le droit absolu et inaliénable de savoir qu'ils participent à une recherche et de savoir ce qui va être testé sur eux. L'industrie pharmaceutique a son propre protocole appelé bonne pratique clinique. Il existe un formulaire de consentement traduit en 14 langues. Les volontaires en reçoivent un exemplaire dans leur langue maternelle. On leur fait lire et ils la signent. Ils savent qu'on ne peut pas être tenu pour responsable des effets secondaires. Ils nous donnent un papier et ils nous disent de le lire à la maison. Une fois que le traitement est terminé, ils disent qu'ils ne sont plus responsables de nous. Je n'ai pas lu le document en entier parce que je n'avais pas le temps. Études comparatives sur des femmes ménopausées. Des sujets en bonne santé ont pris une pilule de 25 mg. 25 mg d'un certain médicament. C'est ça. Dr Pankaj Kumar Jha, Sihayk Santok Dr Niranj Limbaria, Sahay. Elle a du mal à lire. Je ne lis pas très bien. Ils savent tous lire? Oui. Et s'ils n'y arrivent pas, on lit le formulaire pour eux. Ensuite, on les fait signer. Il est interdit de faire participer quelqu'un à des essais cliniques sans son consentement. En Angleterre, où j'ai travaillé pendant très longtemps, on est soit chercheur, soit médecin traitant. Ici, les deux fonctions se confondent. Il n'y a pas de chercheur indépendant. Admettons qu'un patient avec des problèmes de tension vienne me voir pour être traité. Il n'entre pas dans mon cabinet pour participer à une étude clinique. Mais moi, je lui dis, aucun des médicaments du marché ne donne de résultat, mais une nouvelle molécule appelée machin chouette est arrivée des Pays-Bas. Ce traitement, qui coûterait 20 000 € en temps normal, est disponible gratuitement. Pourquoi ne pas l'essayer sur vous? La façon de tourner la phrase est très importante. J'ai dit, pourquoi ne pas l'essayer sur vous? Le patient répond, pourquoi pas? Là-dessus, le médecin poursuit. Je dois vous donner ce bout de papier, c'est juste une formalité. Vous devez simplement dire que vous êtes volontaire pour essayer ce médicament. Le mot employé est « essayer ». Il ne parle jamais d'essai clinique. Il faut que je remette ce document à l'entreprise qui nous fournit le traitement, c'est la procédure. Pourquoi le patient signe cette décharge? Parce qu'il fait confiance au médecin. Les organismes chargés de protéger les sujets soumis à des essais cliniques sont les comités éthiques. Ils sont installés dans tous les centres d'essais. Mais la plupart de ces comités ne sont pas constitués correctement. À l'hôpital d'Ahmedabad, le docteur Karnani, superviseur d'essais, siège aussi au comité d'éthique avec la pharmacologue Varsha Patel. Si on découvre des violations du code éthique, c'est le chef d'études cliniques qui sera tenu responsable en premier lieu, parce que c'est lui qui doit s'assurer que les principes éthiques sont respectés tout au long de l'étude. Il faut impérativement qu'une copie du formulaire de consentement soit remise à chaque participant. On ne donne pas les formulaires aux patients. Une fois signés, on les reprend. Et c'est vous qui les gardez?
Non, on les envoie au laboratoire. Vous pouvez me redire ça? Tous les formulaires de consentement sont envoyés au laboratoire. Nous n'avons pas d'archives ici. On se contente de faire les essais cliniques. Par ici, s'il vous plaît. Tous les documents sont conservés ici. C'est très important. Ces armoires résistent au feu. Donc, même s'il y a un incendie, on ne perdra rien. On doit protéger tout ça. C'est une obligation légale. La réglementation vient de changer et désormais les CRO sont contrôlés par une autorité de régulation. L'audit est très complet et si un CRO ne répond pas aux standards, les manquements de l'organisme en question sont rendus publics, notamment sur un site Internet. C'est un garde-fou efficace. Laissez-moi vous dire autre chose. Bien sûr, il y a des brebis galeuses, mais il y a aussi des CRO compétents comme Cadila. Et nous, avant d'être surveillés par une quelconque autorité, nous sommes surveillés par nos clients qui viennent nous auditer. S'ils n'étaient pas satisfaits du résultat, ils iraient voir ailleurs. C'est peut-être la vérité en ce qui concerne Cadila, mais quelle est la réalité sur le terrain? Nous avons enquêté sur un cas exemplaire qui a défrayé la chronique et est même remonté jusqu'au Parlement et au gouvernement indien. L'an dernier, au mois d'août, la petite fille de cette famille, qui était encore bébé, a été inscrite à un essai de vaccination pour l'une des plus grosses sociétés de produits pharmaceutiques, Wyeth, rachetée depuis par Pfizer. Le CRO chargé de conduire l'essai était GVK Biosciences, celui-là même qui avait testé Surrender à Hyderabad. Nous avons choisi un prénom symbolique pour notre bébé. Nous l'avons appelé Lakshmi, comme la déesse de la prospérité. Pour cet essai, la famille a été recrutée à l'hôpital Saint John de Bangalore, au sud de l'Inde. Le pédiatre et ses confrères, qui ont inscrit Lakshmi à cet essai, ont convaincu la famille d'accepter, vantant les avantages médicaux du Prevnar 13, le nouveau vaccin antipneumococcique de Wyeth. On nous a dit qu'on nous donnerait des médicaments, que les injections et le traitement seraient entièrement gratuits. L'hôpital a dit que le vaccin venait de l'étranger. D'après eux, c'était bon pour la santé des enfants et pour développer des facultés intellectuelles.